Un récit pour l'histoire, un écrit pour les mémoires. Cette mémoire remplie d'espoir en l'humanité qui doit apprendre de ses erreurs et avancer pour que plus jamais cette horreur ne se reproduise. Ces paroles ont résonné au-delà des frontières du vieux continent et chaque peuple lui rend hommage à sa façon. Anne Frank est donc à l'honneur de ce nouveau numéro d'Entre nous. Shannon, bienvenue! Comme je l'ai dit il y a un instant, nous parlons aujourd'hui d'Anne Frank, mais pas vraiment du livre. En effet, on va parler d'un documentaire. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un documentaire dans Entre nous. Un documentaire de 2015, mais qui est sorti récemment sur Netflix, réalisé par Bernard Krieke et Simonica de Jong. Il s'appelle La magie du journal d'Anne Frank. Alors, ça raconte pas, mais on va dire sur quoi ça porte. Donc, on le sait, le journal d'Anne Frank est connu de tous, de ceux et celles qui l'ont lu ou non. Ce documentaire donc s'emploie à montrer l'impact des mots de l'adolescente décédée pendant la Seconde Guerre mondiale à travers des interviews de personnalités, donc des auteurs, des chanteurs, des acteurs, etc. Mais aussi de personnes pas connues du tout, et jeunes et moins jeunes. Pendant 50 minutes, le public fait le tour du monde et découvre des rapports différents à Anne Frank et son journal, suivant les pays. Effectivement, merci Shannon. C'est vrai qu'on voyage beaucoup dans ce documentaire. On va en Argentine, on va au Japon, en Corée du Nord. Et on est même encore aussi sur le vieux continent. On est même au plus près de là où Anne Frank a vécu. C'est un vrai succès, Anne Frank, pour le livre, du moins 70 ans après sa mort. On en parle toujours autant, même peut-être plus qu'avant. On y reviendra tout au long de cette émission. Il faut savoir, et le film le mentionne, ce sont plus de 35 millions de lecteurs, un récit traduit en 70 langues. Un récit qui est même parfois étudié dans les écoles et de façon obligatoire, ne serait-ce que pour rendre hommage ou même pour refléter la Seconde Guerre mondiale du point de vue des Juifs, parce qu'elle était de confession juive. Alors pour mieux comprendre Anne Frank, qui c'était, il faut revenir à sa malheureuse courte vie, à ce qu'elle a vécu et au journal en lui-même, parce que ce journal a failli ne pas exister du tout. Alors, Anne Frank, c'est qui? C'est une fille allemande née en 1929 à Francfort, en Allemagne. Et à cette époque, l'Allemagne est enfoncée dans une crise économique depuis un peu plus de 6 ans, du fait de l'humiliation avec l'armistice de 1918. L'Allemagne a payé le lourd tribut des réparations et s'enfonce dans une crise incroyable. Cette crise qui aurait attisé la haine envers les Juifs et qui aurait favorisé la montée de Hitler au pouvoir, qui compte les exterminés. Donc, face à cette menace, la famille d'Anne Frank bouge aux Pays-Bas, où elle commence à construire sa vie, où elle a ses amis. Mais à peine 11 ans, les nazis débarquent chez les voisins, donc les voisins néerlandais. Elle part donc se réfugier en 1942 dans une annexe d'une maison où elle va y vivre pendant plus de 2 ans avec sa famille et d'autres personnes. Et 2 ans plus tard, ils seront arrêtés par les nazis. On ne connaît pas vraiment les circonstances de l'arrestation parce qu'ils vivaient vraiment dans les conditions les plus extrêmes possibles, de sorte que personne ne puisse se douter qu'ils habitent là. Elle est déportée et elle décède dans un camp de concentration en 1945 à Bergen-Belsen. Donc ça, c'est vraiment pour l'histoire. Pour ce qui est du journal, il faut savoir qu'Anne Frank avait commencé à rédiger un peu son récit et son quotidien. Et un jour, elle entend à la radio Orange, qui était la radio clandestine aux Pays-Bas, un discours du ministre de l'Éducation du gouvernement néerlandais qui appelait à conserver les journaux intimes et tous les documents qui relevaient de la souffrance du peuple pendant la guerre. C'est pourquoi Anne Frank va décider de retravailler tous ses écrits. Elle n'y sera pas parvenue jusqu'au bout, malheureusement, mais elle va regrouper tout ça dans un journal qui s'appelait d'abord L'Annexe, qui sera paru en 1947 et qui, face à son succès, va être réédité et republié un peu plus tard et sera renommé le journal d'Anne Frank. Donc c'est un succès, j'ai eu la chance de le lire. Il est assez long, il est poignant, mais on va en parler avec Shannon dès maintenant, surtout sur les raisons du succès et sa façon dont il a été perçu dans le monde.
Alors bon, je ne sais pas si c'est un outrage ou si ça peut apporter quelque chose d'intéressant à cette émission, mais moi, je n'ai pas lu le journal d'Anne Frank. Je regrette qu'il n'ait pas été justement un peu dans une lecture obligatoire au collège ou au lycée. Mais du coup, je ne l'ai pas lu. Après, ça n'empêche pas en fait que je connaisse la portée de ce journal, de entre guillemets, la célébrité qu'il y a autour d'Anne Frank. Et Au moins, justement, il te donnera envie de le lire peut-être un jour, quand tu auras du temps, c'est ça qu'il est long. exactement. Et c'est justement ce documentaire, il montre vraiment l'impact qu'elle a eu, même encore aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une lecture parfois obligatoire dans certains pays. Je crois que c'est aux États-Unis qui ils prennent en fait ce journal pour aborder justement l'Holocauste. On ne parle pas en fait d'Holocauste sans parler du journal d'Anne Frank. Et justement, ça me fait penser à moi, ça m'a fait penser personnellement à notre émission sur le film Écrire pour exister, qui parlait de cette fameuse professeure qui aidait des élèves, des lycéens à Los Angeles qui étaient impliqués dans des gangs, etc. et qui essayaient de leur montrer que leur vie n'était pas toute tracée dans un échec constant. Et justement, elle a utilisé le journal d'Anne Frank pour réveiller les consciences de ses élèves et après parler de l'Holocauste pour les aider. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le journal d'Anne Frank, même des années après, il est encore... je ne sais pas si c'est vraiment de la magie du journal d'Anne Frank, mais c'est vraiment un impact immense dans plein de pays. Même encore la maison qu'on peut visiter à Amsterdam. En fait, il y a tellement encore de monuments autour de cette jeune fille, parce que je pense que ce qui a dû toucher beaucoup de monde, c'est forcément la pureté de cet enfant qui s'est retrouvé face en fait, aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale et finalement se rappeler que oui, parmi les victimes, il y a eu des enfants. Et je trouve ça encore plus horrible quand ils disent dans le documentaire que elle est morte en fait dans un camp quelques semaines avant ou quelques jours avant que le camp soit libéré par les C'était les Russes. Russes. Ouais, ouais. Par les Russes, voilà. Donc du coup, en fait, c'est une histoire tragique et en même temps, je pense, teintée un peu de pureté d'une adolescente qui essaie de construire sa vie dans un contexte terrible, quoi. Ouais, effectivement, pourquoi c'est un récit qui a tant de succès? On parle d'une jeune, donc quand on lit un récit de jeune, on se sent beaucoup plus concerné. Elle a une jeunesse qui était différente de la nôtre, pas du tout paisible, et pour autant, dans le livre, on vit un peu les problématiques de jeunes, les problématiques de recherche d'identité, les problématiques liées à l'amour. On vit vraiment avec elle et c'est écrit avec une telle précision qu'on a l'impression de vivre avec elle. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on a envie de lire et on a envie de lire jusqu'à la fin. Moi, je ne savais pas à l'époque le sort qui était réservé à Franck. Moi, j'étais parti sur l'idée qu'elle allait être libérée par les Russes ou par les Français, les Anglais. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais le récit reste intéressant parce qu'on a aussi un recul sur le conflit, sur les histoires de famille. On peut se rendre compte que même en restant enfermé pendant 2 ans, on peut vivre des aventures extraordinaires. Notamment, ils célèbrent quand même Noël et d'autres fêtes, hein, parce qu'ils sont quand même aidés par la famille qui les cache. Donc, c'est en ça que le récit est touchant. Il est simple dans la vie qui est vécue et effectivement, il n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué dans la rédaction. Donc, c'est un récit qui est pour tout public et ça aussi, effectivement, ça sert d'illustration de ce qui s'est passé, pas du point de vue vraiment de la guerre, des conflits en eux-mêmes. On en a parlé dans le précédent numéro, hein. On a eu un point de vue sur le conflit, là, on a vraiment un point de vue de ceux qui subissent, mais à l'arrière. D'accord? On n'a pas le point de vue dans les champs de bataille, mais on sait tout ce qui s'est passé malgré tout. Donc, ce récit est victime de son succès et on va le voir, Shannon, parce que tu as quand même t'as relevé des informations très intéressantes qui sont dans le documentaire, c'est que l'interprétation finalement de l'engagement d'Anne Frank est déformée selon les pays.
En effet, c'est vrai que d'un pays à l'autre, on se rend compte que c'est des interprétations très différentes de son journal, de sa vie. Et je pense, je reviens un peu sur ce que tu as dit juste avant, pourquoi le journal d'Anne Frank a marqué mondialement plus que d'autres récits de victimes des camps et des nazis. Je pense que, en fait, ça va être un peu terrible ce que je vais dire, mais je pense que si elle n'était pas morte, ça n'aurait pas eu autant d'impact, dans le sens où on a plein de récits, justement, de personnes qui ont survécu et qui ont pu, derrière, retravailler sur leur texte et offrir... enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'Anne Frank, c'est cette C'était image de authentique, là, l'enfant. tu veux dire. Voilà. Oui, c'est authentique et en même temps, Anne Frank, c'est cette image d'une enfant éternelle, d'une enfant qui n'a jamais grandi, d'une enfant qui reste enfant, qui reste victime enfant, en fait. Et je pense qu'en tant que jeune aussi, c'est très bouleversant de lire un texte pareil parce que on se dit waouh, enfin genre nous on a la vie devant nous en général, enfin voilà, et elle en fait, d'ailleurs dans ce qui est dit un peu dans le documentaire donne des citations du journal, elle avait quand même une certaine conscience de ce qui pouvait lui arriver en fait. Et je trouve ça très tragique parce que, bon bah voilà quoi, elle a 13, 14 ans, enfin c'est hyper jeune pour avoir une conscience de la mort comme ça, enfin voilà. Et dans le documentaire, c'est vrai qu'on voit que d'un pays à un autre, il y a des interprétations très différentes, des jeunes filles qui lisent et qui voient un peu une fascination à ce texte parce que justement elles sont en recherche d'identité, que Anne Frank était en recherche d'identité dans son récit, et voilà, volonté de s'identifier à quelqu'un d'important, etc. Et on voit aussi, moi, ce qui m'a assez choquée, et en même temps, j'ai trouvé ça bien qu'ils montrent ça dans ce documentaire, c'est la vision d'Anne Frank que la Corée du Nord a apparemment. Et c'est une vision, en fait, je pense que n'était pas du tout l'interprétation à avoir du journal d'Anne Frank, mais le texte est étudié au collège et en fait des collégiennes disent voilà, on voit dans le documentaire ah bah Anne Frank elle était prête à mourir pour sa patrie, bah nous aussi, et le côté en fait où ils retiennent que le côté un peu militaire, un peu la protection de leur pays, j'ai pas l'impression que c'était le message que voulait transmettre Anne Frank, mais c'est justement assez intéressant de voir ces différences de point de vue. Qu'elle voulait le défendre à sa façon en voulant faire porter la mémoire après la guerre, en restant enfin même, c'était une sorte de, je pense, une résistante avec l'ensemble des habitants. Mais oui, dans l'autre sens, non, ce n'est pas le cas. Donc comme quoi, on peut vraiment faire dire un peu n'importe quoi. Et bon, je pense que la version a été modifiée en Corée du Nord. On connaît un peu l'embrigadement qui existe dans ce pays-là. On parle aussi de fans au Japon. Alors, on en parlait tout à l'heure, moi, ça m'a un peu gêné. Je ne sais pas si on peut être fan d'Anne Frank, on peut être admirative de son parcours, mais fan, c'est pas dans ce sens-là. On est touché, on est ému par ce qu'elle a vécu. On ne peut pas dire cette fille, je l'adore, parce que déjà, on ne l'a pas connue, donc on peut dire je l'adore. On peut juste dire c'est une fille qui est puissante, qui a un récit qui a une grande portée et qui doit inspirer d'autres personnes. Et je pense qu'au Japon, c'est un peu démesuré, hein, la vision d'Anne Frank. Shannon, là encore, des anecdotes. T'es Madame Anecdote aujourd'hui. C'est ça. Non, mais ce qui m'a marqué aussi au Japon, c'est que il y a quelqu'un qui dit qu'à l'époque, quand il y a eu le succès du journal, donc je crois vers les années 50-60, il y a carrément, en fait, parce que dans le journal d'Anne Frank, Anne Frank parle du fait qu'elle a ses règles. Et donc, bon, je n'ai pas lu le livre, mais apparemment, il y a au moins un passage là-dessus. Et en fait, le fait qu'elle en parle, apparemment, les jeunes filles japonaises ont pris en fait une expression, en fait, se sont mises à dire quand elles avaient leurs règles, c'est le jour d'Anne, en disant bon, implicitement, vaguement qu'elles avaient leurs règles. Et à tel point qu'une marque de tampon s'est appelée Anne au Japon. Et je trouve ça incroyable que ça aille à ce point-là, l'influence d'Anne Frank. Même limite, je vois pas forcément le lien direct
Surtout qu'en plus, mais bon, après, il faut remettre dans le contexte des années 50-60, hein, mais forcément, ça encourage le fait le tabou autour des règles. Et en même temps, quand on voit Anne Frank, on se dit qu'elle a été confinée comme ça, et je pense que c'était pas forcément les meilleurs endroits pour avoir, par exemple, ses premières règles ou ses règles tout court. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une dimension intéressante là-dessus. Yes, yes, totalement. Bon, après, il faut mettre dans le contexte, hein, le Japon a vécu sa guerre à elle. Ils étaient un peu loin de tout ce qui se passait en Europe, même s'ils étaient en conflit avec les Américains. Donc peut-être que l'admiration est disproportionnée, mais peut-être qu'elle est justifiée par ce contexte. Je vais te mentionner un autre point sur comment le journal a été paru, qui a fait paraître le journal. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où Anne Frank et sa famille ont été retrouvés, eh bien, les nazis avaient pour ordre de tout détruire dans l'annexe. Sauf qu'un habitant de la maison a eu la chance, vraiment, il a saisi l'occasion parfaite pour reprendre tous les écrits, les cacher. Et en fait, c'est le père d'Anne, Otto, qui n'était pas présent, qui lui était en Grande-Bretagne, parce qu'il avait un commerce en Grande-Bretagne, qui est revenu à la fin de la guerre et qui a appris malheureusement la mort des membres de sa famille. Et c'est lui qui a décidé de faire paraître ce journal. Donc, sans les quatre héros qui ont sauvé le journal et qui l'ont publié, on n'en aurait jamais entendu parler. Et je pense qu'on n'aurait pas eu cette vision de la Seconde Guerre mondiale, une vision incarnée par Anne Frank. Ça, c'est vraiment une anecdote. Et aussi, pour en revenir au livre, et c'est aussi ce qui fait la force du livre, c'est que ce livre décrit la difficulté finalement de voir les jours passer, parce que pendant 2 ans enfermé, on ne fait pas grand-chose. Et avec cette peur au ventre que du jour au lendemain, tout peut basculer, il y a malgré tout un message d'espoir. Anne Frank, elle croit en l'humanité, elle croit que ça va se finir très bientôt. Ça véhicule aussi l'idée qu'il faut qu'on arrête, que ces guerres ne mènent à rien, juste à faire des morts. Ça attise les tensions et finalement, on en revient à une situation, aux situations presque co-hantées du point de vue diplomatique, si ce n'est qu'il y a des pays qui sont humiliés. Donc, c'est un peu un appel à la paix et je pense, j'ai la sensation que par le documentaire, ce message a été transmis dans tous les pays, ou du moins, il faut toujours avoir en tête qu'il y en a qui le disent parce qu'ils l'ont vécu. Donc, il faut qu'on en tire des conclusions nécessaires. C'est ça, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui sont interviewées dans le documentaire qui le disent. Il y a une chanteuse, je suis désolée, je n'ai pas retenu son prénom, enfin son nom. Elle dit justement que Jonathan Frank, comme d'ailleurs... en fait, c'est un moment donné où il parle du fait d'avoir lu le journal d'Anne Frank et après d'aller dans l'annexe à Amsterdam et du coup de voir où elle a vécu ces choses-là, ces choses qui sont écrites et qui sont à la portée de tout le monde aujourd'hui. Et elle dit que ça nous rappelle en fait qu'il faut qu'on soit de meilleures personnes. Et il y a plusieurs personnes qui disent voilà, que c'est une leçon d'optimisme qui doit nous faire reconsidérer notre mode de pensée, apprécier les choses qu'on prenait par exemple pour acquises. Et je trouve ça assez intéressant, surtout alors, on ne peut pas comparer, hein, c'est pas comparable, mais cette sorte de confinement, nous, on a connu une certaine forme de confinement ces derniers temps. Et je pense que, même sans parler d'Anne Frank, ces confinements-là nous ont fait reconsidérer nos modes de vie, nos modes de pensée, nous faire apprécier les petites choses. Et même si on n'avait pas un danger constant au-dessus de la tête, comme Anne Frank, mais il y a un certain parallèle qu'on peut faire et montrer que voilà, malgré les horreurs, malgré cette histoire tragique, il faut avancer et il faut essayer d'être des meilleures personnes. Et surtout, ce que je trouve un peu terrible aussi aujourd'hui, c'est que voilà, ce genre de guerre n'apporte rien, comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont dans des camps de concentration. On le sait. On pense par exemple aux Ouïghours. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose pour les aider. Et alors qu'à l'époque... On Enfin, n'avance alors qu'on peut-être pas dans le bon sens, on retourne dans des travers d'époque. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on s'insurge sans fin sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration qu'il y a eu. Et en fait, aujourd'hui, il y en a encore, mais on ne fait rien. Je trouve que c'est assez tragique quand même. Oui,
C'est ça. Peut-être qu'il y aura un nouveau réveil des consciences. Mais comme ça ne nous concerne plus directement, forcément, on se dit qu'on est tranquille, alors que non, le problème existe ailleurs. Ça se trouve, il a toujours existé et peut-être qu'il existera toujours, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est ce sur quoi on va conclure ce nouveau numéro d'Entre nous. Un grand merci, Shannon, d'avoir été là pour nous présenter ce très bon documentaire que tu m'avais recommandé et qu'on recommande bien sûr à tous ceux, celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Si vous avez l'occasion de lire le journal d'Anne Frank, lisez-le. Il n'y a pas d'ordre précis, vous pouvez voir le documentaire puis lire le livre et inversement. Dans tous les cas, Anne Frank est une référence universelle, donc il faut en avoir entendu parler au moins une fois. On l'a fait sur Entre nous, sur Entre d'écrivains, hop, c'est fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Rendez-vous sur tous les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Portez-vous bien, à très bientôt, salut.